For 25 years, Brightview Senior Living Associates have been committed to creating a vibrant culture and delivering exceptional services, making Brightview a great place to work and live. If you're looking for a rewarding opportunity to serve your local community and grow, we want you to join our team. Brightview Senior Living is growing and actively seeking vibrant associates to join our community teams, including directors, healthcare, activities, hospitality, and dining. Apply today at careers.brightviewseniorliving.com. Equal employment opportunities. Text BV Jobs to 97211 to apply. From Adams Morgan to Anacostia Park, we all want safer neighborhoods. But what does real safety mean? Real safety means preventing crime before it happens. By having police work with communities to disrupt cycles of violence, by supporting families with stable housing, and providing more mental health and drug treatment. We know that adding more police and locking up more people doesn't make us safer. Real safety means investing in the things that help prevent crime. Learn more at RealSafetyDC. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Cette semaine, le water-polo nous a offert encore de beaux scénarios entre Coupe nationale et championnat. Accrochez-vous car on a décortiqué toutes les batailles qui ont rythmé les bassins. Du trophée Pierre Garçot avec les qualifiés pour les demi en passant par les larmes versées en N1. On vous révèle comment Aix a maté Nice et comment Montpellier a dominé le derby de l'Hérault face à 7. La hiérarchie est-elle vraiment respectée ou y a-t-il des surprises qui se cachent derrière les scores ? En National 1, entre le 9-0 indécent encaissé par Arnes et l'INSEP qui enfin brise la malédiction et signe sa première victoire, on a de quoi faire. Mais surtout, Monaco peut-il vraiment être arrêté ? On analyse leur 9e victoire consécutive. Et enfin, on se tourne vers l'Europe, la Ligue des Champions arrive dans son sprint final. On vous révèle pourquoi le match de Marseille est crucial et pourquoi la formule des matchs étalés pourrait bien fausser le jeu. Analyse, passion et zéro filtre, c'est tout de suite. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide vraiment parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! Nouvelle semaine, nouvel épisode et on est content de vous retrouver. Et pour attaquer tout de suite l'épisode pas de temps mort, on attaque avec le trophée Pierre Garçot qui avait lieu le week-end passé. 2 matchs au programme, donc pour déterminer qui se déplacera à Aix-en-Provence les 14 et 15 février en même temps que le trophée Alice Mia pour les filles. Mais pour les filles, il n'y a pas de match préparatoire. Donc on avait Aix-en-Provence qui accueillait Nice. Aix s'impose facilement 19-14, alors le score est un peu plus flatteur pour Nice à la fin du match, mais à la fin de la 3e période, il y avait 16-8, donc avantage de plus 8 pour Aix-en-Provence, qui en a profité pour faire rentrer son 2e gardien Alexis Plouzot, et on arrive donc à un score de 19-14 en faveur du PAN. Frédéric. Oui Christophe, écoute, Aix-en-Provence ayant fini 3e à l'issue des matchs allés, donc par le biais de cette opposition, avait la possibilité de recevoir donc Nice à la maison, puisque Nice était classé 6e du championnat. On rappelle la formule, 3 contre 6, 4 contre 5 sur un match sec chez le mieux classé, avant de rejoindre les demi-finales. Donc Aix était, on va dire, logiquement favori, le classement, le fait de jouer à domicile. Mais on se rappelle aussi que Nice était venu accrocher, titiller Aix lors de la journée de championnat, où il s'était incliné par une faible marge. Et puis là, écoute, ça n'a pas été le cas du tout. Donc, Aix a construit son succès lentement, mais sûrement, petit à petit. Et puis, il y avait déjà 8-4, 9-4, 10-4. Donc déjà un premier éclat, et puis Nice avait réussi un petit peu à combler avant la fin de la 2e période pour revenir à 10-6. Et puis ensuite, écoute, ça a été, je ne veux pas dire un cavalier seul, mais on est quand même monté à 16-8. Donc 16-8, il y avait plus de match, effectivement.
Alexandre Collin a profité de cette opportunité parce qu'il n'en a pas beaucoup pour reposer Slaven Kandic et faire entrer son deuxième gardien, Plouzo. Et puis, alors je dis pas que c'est ça, mais ça a permis à Nice de faire un rapproché un peu et de faire en sorte que la note soit pas trop lourde, mais ça finit avec un 19-14 un peu en trompe-l'œil. Et Aix avait fait l'essentiel du boulot bien avant. Oui, complètement. Aix qui n'a jamais été inquiété dans ce match grâce à la solidité de son gardien Kandic, qui réalise une belle prestation. Bon, il a été accompagné d'un bon Daichi Ogara qui en marque 6 quand même, d'un bon Bachelier aussi qui a mis des buts importants, qui a pas mal distribué le jeu aussi, et d'un bon Drahe. Rappelons que Drahe et Fernandez sont pour l'instant présélectionnés avec l'équipe de France avec le stage qui démarrera le 7 décembre. On a eu Nice qui a proposé des choses mais qui gâche beaucoup à la finition malgré les 5 buts aussi du présélectionné Carpentras, que bon, ça, après Aix a profité de ces erreurs-là pour marquer des buts, quelques-uns en contre-attaque. On a eu quelques décisions un peu des arbitres. Donc les arbitres de ce match, c'était Alban David et Pascal Bouchez. Bon, quelques décisions un peu que j'ai pas compris là quand je regardais le match, notamment une balle coulée suite à une exclusion. Donc balle coulée, Kandic sort sur le joueur. Penalty sifflé contre lui, et en fait il arrête le penalty, donc il a harangué après l'arbitre en disant c'était pas justifié, donc il s'est fait justice lui-même. Un match qui était un peu tendu, il y a eu quelques engagements physiques un peu compliqués, notamment à la pointe, là on sentait un peu de tension, et puis ce qui a occasionné d'ailleurs 2 fois de double exclusion dans ce match-là, et voilà, Max qui n'a pas tremblé du tout dans ce match. Ouais, écoute, tu as nommé les buteurs, on retrouve toujours assez souvent les mêmes. Je me répète, mais Mathias Bachelier qui est toujours là avec ses 4 buts, pour un joueur qui, je le rappelle, ne croque pas trop le ballon, c'est pas quelqu'un qui shoot 10 fois pour marquer 4 buts, donc qui est toujours précieux dans l'effectif aixois. Et puis bon, Daichi Ogara qui est toujours là, rapide, un petit peu Cavano qui est un petit peu en retrait depuis 2-3 matchs, l'Américain qui marque pas beaucoup. Et puis, on a un Lena buteur, mais c'est pas le même que d'habitude. C'est pas Matteo, c'est le petit frère Jean-Baptiste. Et puis, comme tu l'as souligné, Alexis Drahe qui score. Aix a besoin d'un Drahe à 2-3 buts par match pour pouvoir se rendre les matchs un peu plus tranquilles. Et puis, de l'autre côté, il a noté quand même que la triplette d'étrangers Sirovec, Tissaï et Balache à E3 ne marquait qu'un but, le but de Balache. Donc c'est assez rare quand même que Nice atteigne la barre des 14 buts sur un match sans que ces joueurs-là soient, prédominants au scoring. Donc ça veut dire que les autres ont été obligés un peu de se bouger et de faire les choses eux-mêmes, à l'image de Carpentras, qu'on a rarement vu quand même à pareille fête, marquer 5 buts. J'ai pas souvenir qu'il ait marqué déjà 5 buts avec Nice. Coup de Pablo Donardi en met 2. Boisdi en met 2, Mathieu en met 2. Il y a le but de Kylian Duché qui est un but de gag à la fin de la deuxième période, un shoot qui rebondit un peu bizarrement et qui tape la barre et la tête du gardien, mais bon, il faut les mettre. Et donc sans cette triplette de pourvoyeurs habituels de but, écoute, Nice en met quand même 14, mais voilà, pour qui n'a pas vu le match, 19-14, ça paraît un petit peu un match limite suspense, mais il n'y a pas eu de suspense du tout puisque Aix avait fait l'écart, comme on l'a dit, bien en amont du match, et donc s'autorise le droit de jouer une demi-finale de Coupe de France à domicile qui les opposera donc à Strasbourg. Ouais, Balache qui met qu'un but sur penalty uniquement, et Nice qui a été pénalisé avec la sortie pour 3 exclusions assez rapidement de sa pointe Sirovec, qui du coup n'a pas pu contribuer offensivement à aider son équipe. Deuxième match de cette soirée, comme tu l'as dit, donc du coup c'est Sète qui avait le privilège d'accueillir Montpellier dans le derby héroltais. Donc on avait le retour de Sauton, mais l'absence toujours de Tomic du côté de Sète. Et ce match-là, donc victoire de Montpellier 17 à 13. Montpellier qui a bien pris les choses par le bon bout en remportant la première période 5-3. Donc à noter que dans les 2 matchs, les 2 premières périodes se finissent à 5-3, une à domicile pour le Pays d'Aix et là à l'extérieur pour Montpellier.
Et on aurait pu penser que ça allait quand même être compliqué en ce début de match pour Montpellier quand on connaît effectivement, on l'a déjà dit, la surdépendance de Montpellier, puisque très rapidement dans la première période, il était déjà à 2 fautes, mais il a réussi à finir le match en gérant ses positions et du coup, voilà, il est resté pour aider son équipe. On a eu quand même 3 pénaltys sifflés à cheval un petit peu entre la première période et le début de la deuxième en faveur de Sète, ce qui permet quand même à Sète de rester au contact dans cette deuxième période. Deuxième période très prolixe en but, puisqu'on a 12 buts en tout, 6 partout, dont 5 marqués en 3 minutes quand même pour Sète, et qui restera après un peu muet. Sète qui a eu beaucoup de mal en attaque ensuite, ils ont été poussés assez loin et obligés de prendre des tirs lointains ou en fin de possession, donc ça les a pas aidés effectivement à marquer des buts. Et à force de buter, Montpellier a réussi à prendre 4 buts d'avance et puis 5 en début de quatrième, avec un Spilaert très en verve dans ce match, malgré un match assez brouillon dans l'ensemble. Ouais, écoute, Christophe, le derby de l'Hérault, le fameux derby de l'Hérault, on était resté sur une victoire, alors je vais pas dire controversée, mais en championnat, Montpellier s'était imposé à 7 et on en avait parlé sans désigner ou sans que l'arbitre de la rencontre, on n'en avait pas fait un coupable, mais ça avait prêté à confusion parce que c'était un Montpellierin qui avait arbitré 7 Montpellier. Et donc, les Sétois s'étaient plaints, logiquement, pas logiquement, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais là, écoute, Montpellier a remis les pendules à l'heure parce que là, c'est pas l'arbitrage ou quoi que ce soit qui permet à Montpellier de s'imposer à 7. Donc moi, je reste persuadé quand même que Montpellier, alors le classement, comme on l'a dit pour le match ex-Nice, faisait que 7 recevait Montpellier. Mais je pense que Montpellier, en valeur absolue, intrinsèquement est meilleur que 7. Ils ont cette place au classement par une erreur majeure à Bordeaux et puis ce match nul contre Taverny. Donc la vraie valeur de Montpellier, c'est pas cette valeur-là, c'est plutôt le match que j'ai vu moi à Aix où ils sont à 2 doigts de l'emporter. Et puis là, écoute, ils s'imposent. 7 aura été une fois devant au score à 8-7, donc en leur faveur. Et puis après, c'était un petit peu plus compliqué. Alors il faut pas négliger l'absence de Tomic, qui est un joueur majeur dans cette équipe sétoise, donc qui a forcément pénalisé son équipe. Mais en face, écoute, Montpellier a fait ce qu'il fallait, s'est rendu la tâche à peu près facile, parce qu'à partir du moment où ils ont été menés 8-7, après, on est passé de 8-7 à 12-9, donc ils ont mis un 5-1, 13-9, même 6-1. Donc tu vois, il y a eu un moment de bascule. Et puis Moustour, oui, Moustour, c'est un joueur intelligent, donc il sait très bien que il avait pris 3 fautes à Bordeaux, ils avaient perdu. Il sait très bien que avec 2 fautes, il doit pas consommer sa 3e faute. Donc après, tu sais, tu défends à l'aile, tu défends un peu plus light entre guillemets, et puis tu t'évites de prendre cette 3e faute. Donc victoire convaincante quand même de Montpellier à 7, qui rejoindra donc les Marseillais en demi-finale de cette Coupe de France. Oui, tout à fait. Je partage effectivement la position de Montpellier et en valeur intrinsèque, je pense qu'effectivement ils sont plus forts que 7. Donc pas de surprise pour moi finalement dans ce match. 7 qui à nouveau à Mathieu Fournier qui a changé de gardien au milieu de la 4e. Il a fait rentrer Zach Joubert, donc qui a remplacé Rossi, qui n'a pas été très décisif dans ce match. Bon, il a tenté quelque chose en fin de match. Ça n'a pas suffi, et Montpellier, voilà, qui s'impose tout logiquement. Je dirais que dans l'absolu, aucune surprise dans ces quarts de finale. La hiérarchie plus ou moins, enfin pas sur le classement, mais elle a été respectée, et donc voilà, pas de surprise pour moi. On enchaîne avec la Nationale 1, le seul championnat complet de l'ensemble des championnats qu'on suit, donc de l'élite jusqu'à la Nationale 2, même si on commande pas trop la Nationale 2, mais la N1 est le seul championnat complet. Et on a quelques surprises dans ce championnat, on va y venir. Alors pour attaquer tout de suite,
Je te propose, Frédéric, de partir sur sauveteur de Givors, Canard Rochelet. Victoire, je dirais pas sur le fil parce que on va voir le dérouler. Mais Givors qui s'impose de 2 buts 18 après avoir été mené quand même à la mi-temps 7-3. Et donc, sur la deuxième partie, quasiment un deuxième match dans le match, il s'impose 7-1 et remporte la victoire finale. Oui, écoute, on avait laissé Givors sur une défaite assez nette la dernière fois, la dernière journée. Et puis là, ils recevaient donc un match largement à leur portée, hein, La Rochelle, qui est le promu de cette division. Et ils se devaient de l'emporter pour un peu se relancer et puis se rassurer. Alors ils l'ont fait, mais dans la douleur, hein, puisque écoute, La Rochelle menait 7-3 à l'extérieur. À noter qu'on a 2 formations qui ont joué à 10 joueurs seulement. Donc La Rochelle s'est déplacée à 10, mais Givors à la maison qui reçoit donc avec seulement 10 joueurs sur la feuille de match. Quand on sait les nombres croissants maintenant d'exclusion, c'est une façon de se mettre un peu en danger parce que tu perds 2 joueurs à 3 fautes et t'as plus de rotation. Donc écoute, ouais, c'est à noter, un petit peu étrange quand même. Et puis La Rochelle qui n'aura pas réussi à maintenir cet écart, à le conserver en tout cas. Alors bon, 4 buts, c'est pas rédhibitoire fin de deuxième, mais ça te fait un petit matelas quand même, et l'équipe en face a plus le droit à l'erreur. Et puis écoute, on est passé de 6-3 pour La Rochelle à 10-7. Donc il y a eu un 7-1 infligé par les joueurs du Rhône, et écoute, ça finit à 18, mais Givors s'est un petit peu fait peur quand même dans ce match-là, mais au final assure l'essentiel en gagnant, mais c'est pas super convaincant non plus quand même. Je voyais un écart plus net, je voyais une victoire avec un écart plus net en tout cas, puis La Rochelle qui fait bonne figure, mais qui repart quand même 100 points de Givors. Complètement. Deuxième match qui avait déjà eu lieu, Marseille qui avait joué contre le Racing, et victoire assez nette de Marseille. Donc c'était un match qui s'était déroulé le 26 octobre et 16-9 en faveur de Marseille dans ce match-là qu'on avait déjà commenté. Troisième match de cette journée, donc Livry qui recevait Arnes. On pouvait penser que ce match-là allait être un peu plus serré que le résultat final, puisque Livry s'impose facilement 14-8 après avoir mené 9-2 à la mi-temps. Ils ont géré la suite du match, et Arnes qui perd 2 matchs d'affilée assez lourdement, puisque ils avaient perdu contre Monaco 18-6. Ouais, écoute, il y avait 9-0. Hein. Donc Livry a commencé le match par un 9-0. Donc tu te doutes bien que on dit que des fois 3-4 buts, effectivement, c'est pas rédhibitoire, mais 9, ça l'est. Arnes avait fini son match à Monaco en prenant 10-0. Là, il commence le match à 9-0, donc là, c'est pas de la fatigue, hein, c'est pas de la fatigue, c'est pas des problèmes de rotation, d'exclusion ou quoi. Mais 9-0, ça fait un petit peu désordre quand même. Donc voilà, écoute, ils s'étaient déplacés, eux, ils étaient 14, hein, c'est la même équipe qui était alignée à Monaco, qui avait fait bonne figure à Monaco pendant, j'avais dit, hein, il y avait 8-6, une zone plus ratée, et puis tout s'était délité. Puis là, écoute, ça s'est délité dès le départ. Donc 9-0, après, je vais pas dire que la suite est anecdotique, mais le match est déjà plié. Donc victoire de Livry chez eux. Livry, c'est toujours très très compliqué. Donc écoute, 14-8 qui est finalement très flatteur pour les nordistes, parce que tu peux pas te remettre décemment d'un 9-0 à l'entame. Donc je sais pas ce qui se passe. Ils ont des partiels un peu inquiétants, les joueurs de Arnes, mais il faudra qu'ils arrivent à endiguer quand les événements sont contre toi. Il faut absolument ne pas prendre la marée à ce point-là. 10-0, 9-0, c'est pas possible pour une équipe qui a des ambitions quand même et qui veut jouer le haut du tableau. C'est compliqué de te remettre de partiel comme ça. Ouais, c'est un peu inquiétant pour eux là, deux grosses défaites d'affilée, alors qu'on sait que c'est une équipe accrocheuse et qui effectivement se positionne plutôt dans le haut du tableau.
Autre match Choisy qui accueillait Moulins. Moulins, on sait voilà, que c'est une équipe qui est un peu en difficulté et score plutôt flatteur pour Moulins puisque Choisy ne s'impose. Bon, il y a quand même 4 buts, mais 18-14. Donc un match un peu plus accroché qu'on pouvait le penser en ce début de match. Ouais, écoute, Moulin qui a fait mieux que résister, hein, qui est mal parti dans ce match-là, qui était mené 7-2. Et puis écoute, au fur et à mesure, ils se sont accrochés 17, 18, 12, 9. Ils n'ont jamais été, à part sur la fin, décrochés irrémédiablement. Mais je voyais Choisy qui est dans une bonne passe quand même, hein, parce qu'on souligne les résultats de Choisy semaine après semaine. Et puis, comme tu l'as dit, la grosse difficulté quand même de Moulins. Je voyais quand même Choisy s'imposer par une marge beaucoup plus significative. Et puis, bah écoute, ça n'a pas été le cas, mais bon, ils prennent ces 3 points-là, qui étaient 3 points dans leur tableau de marche, qui était quand même prévu, hein, faut pas se mentir. Mais Moulins, alors c'est une défaite qui prennent pas une caisse, donc ça leur permettra Moulins, ils sont à la bagarre avec l'INSEP, avec Saint-Jean pour pas être tout en bas, tout en bas. Donc, écoute, c'est un match encourageant pour George Escu, l'entraîneur de Moulins. Ouais, il a pu s'appuyer sur deux principaux artilleurs, hein, Aleksandar Radonovic qui en met 4 et Noah Difraja qui en met 6 sur les 14. Donc, principaux buteurs du côté de... For 25 years, Brightview Senior Living Associates have been committed to creating a vibrant culture and delivering exceptional services, making Brightview a great place to work and live. If you're looking for a rewarding opportunity to serve your local community and grow, we want you to join our team. Brightview Senior Living is growing and actively seeking vibrant associates to join our community teams, including directors, healthcare, activities, hospitality, and dining. Apply today at careers.brightviewseniorliving.com. Equal employment opportunities. Text BV Jobs to 97211 to apply. At Optum, we're transforming the pharmacy system, bringing real-time pricing transparency and saving consumers over $1 billion last year. We serve 62 million Americans, not just with medicine, but with guidance, support, and care tailored to every unique need. Because at Optum, we understand behind every prescription is a person. Visit Optum.com/redefineRx to see how we're redefining pharmacy care for good. Moulins. On a l'INSEP qui accueillait Saint-Jean d'Angély et pareil, on l'a souligné plusieurs fois, les difficultés de Saint-Jean d'Angély par rapport au lustre passé, ça se confirme malheureusement. Première victoire de l'INSEP, Saint-Jean toujours qui se déplaçait, qui perd, victoire de l'INSEP 20-17, malgré un petit sursaut en deuxième période, c'est la seule période qui remporte 6-4 Saint-Jean d'Angély. Mais malheureusement, ils repartent 100 points de l'INSEP qui prend sa première victoire et qui a pu s'appuyer sur son principal buteur Theo Leitmann, joueur en provenance de Taverny, qui en met 7 dans ce match. Ouais, écoute, l'INSEP, on en avait parlé avec Lucas Hurtier, qui jusqu'alors avait eu de grosses déconvenues parce que on va pas refaire toute l'histoire, mais bon, des joueurs exclus, des joueurs blessés. Et donc, l'INSEP avait jamais pu aligner 13 joueurs. Là, c'est la première fois. Donc déjà, ça soulage un peu parce que tu peux faire tourner, t'es pas en crise de faute, etc., etc. L'exclusion des joueurs dont on a parlé, on avait dit que l'INSEP avait fait un deuxième, j'allais dire, appel d'offres, si on peut s'exprimer ainsi, pour recruter des joueurs. Et puis, il y a des joueurs qui avaient peut-être dit non la première fois ou qui avaient été recalés, qui ont été acceptés cette fois-ci. Et puis, écoute, ça leur a fait le plus grand bien. Theo Leitmann, auteur de 7 buts, qui leur a fait le plus grand bien. Et puis, écoute, Saint-Jean, c'est une défaite un peu inquiétante. Alors, c'est sûr que par rapport aux collègues, ils prennent l'équipe de l'INSEP au mauvais moment, puisque, je répète, l'INSEP au complet, ce qui n'est jamais arrivé depuis le début de la saison. Mais quand même, tu dois... je m'attendais pas non plus quand même à une défaite de Saint-Jean. Donc, écoute, l'INSEP décroche ses premiers points et puis Saint-Jean s'enfonce gentiment quand même vers le bas.
Donc, écoute, on suivra le bas du classement, mais c'est un petit peu préoccupant quand même pour Saint-Jean-d'Angély. Ouais, c'est très préoccupant même. Dernier match de cette journée, et pas le moins intéressant, puisque Mulhouse était sur une bonne dynamique et ils accueillaient l'AS Monaco. Un des premiers gros défis de l'AS Monaco dans ce championnat, donc qui l'emporte à l'extérieur 16-11 et qui reste toujours invaincu, et ils sont à 9 matchs, 9 victoires. Ils avaient déjà eu un match, je vais pas dire référence, mais ils recevaient Arles la semaine dernière, donc on avait dit les hasards du calendrier leur avaient fait jouer les 7 ou 8 équipes moins bien classées du championnat à la suite, et ils avaient fait le boulot. Et puis là, écoute, ils avaient 4 matchs à la file. Donc on l'a dit, Arles, Mulhouse à Mulhouse, Livry et Marseille. Donc c'était sur ces matchs-là qu'on allait vraiment juger et connaître la valeur de Monaco. Et puis écoute, il avait emporté assez brillamment contre Arles, mais là c'était un déplacement à Mulhouse qui est toujours une terre un peu compliquée de s'imposer là-bas, même si Monaco l'avait fait l'année passée. Et puis, écoute, ils ont très mal commencé le match, puisque Mulhouse mène quand même 5-2 fin de première, le fameux 5-2. Et puis, écoute, ensuite, ça a été... Monaco, c'est pas désuni ni quoi que ce soit. Et puis, écoute, ils collent un 5-0 pour passer de 5-2 à 7-5, dont les Mulhousiens ne se remettront jamais, même s'ils se sont rapprochés au score. Mais écoute, il y avait encore 18, 11-9, et puis petit à petit, but par but, Monaco a fait la décision pour s'imposer quand même 16-11, ce qui pour moi est pas anodin quand même d'aller gagner 5 buts à Mulhouse. Une équipe, on le rappelle, qui par rapport à l'an passé, alors certes ils ont tous pris un an de plus, mais ils ont perdu 3 joueurs majeurs que sont Agrefilo, Lanteriminé et Danowski. Ils ont récupéré un Théo Barzotelli que j'avais trouvé jusqu'alors un petit peu en dedans, en tout cas en deçà de ce qu'il peut apporter, puisque c'est un joueur qui a 5 ou 6 années d'élite dans les jambes, donc je trouvais que l'apport jusque-là était pas forcément convaincant. Et puis là, c'est pas toujours facile de descendre d'une division, parce que ça va des fois moins vite, tu t'attends à des choses qui n'arrivent pas, des fois c'est compliqué. Et puis je l'avais dit, il avait été très convaincant contre Arnes, en marquant des buts, en obtenant des exclusions. Et puis là, il met à nouveau 4 buts, donc qui ont dû faire du bien à Manuel Aversan et à son équipe, bien secondé par un petit jeune que j'aime beaucoup, qui s'appelle Apollo Danowski, qui met 4 buts. Il en avait mis 3 contre Arnes, qui est un joueur qui n'a pas peur de prendre sa chance, qui a un bon petit potentiel, une bonne vision du jeu. Donc, écoute, ils se sont reposés à cela, plus toujours celui qui est dans l'ombre, mais qui fait un gros boulot, c'est Lucas Barnin, qui lui aussi est présélectionné pour le stage de l'équipe nationale. Donc écoute, Monaco qui s'en sort bien, et puis Mulhouse qui retombe un peu dans ses travers, qui avait perdu déjà Arles et Livry. Et puis là, écoute, quand dans les duels au sommet général du championnat, ils ont du mal à gagner des points. Et puis écoute, ils s'inclinent à la maison, mais 5 buts, c'est quand même une marge. Il n'y aura pas forcément beaucoup de regrets, je pense, du côté mulhousien. Oui, tout à fait. Je te propose un rapide point sur le classement. Donc, on a l'AS Monaco, 27 points avec 9 matchs. Donc, 2 équipes ont actuellement 9 matchs. Donc, Monaco et l'INSEP, donc 27 points. Deuxième, Marseille, 24 points, 8 matchs, 8 victoires. Troisième, Livry, 21 points avec 8 matchs, 1 défaite. Mulhouse, 15 points, quatrième, donc 5 victoires, 3 défaites. Cinquième, Arles, 15 points également, avec le même nombre de matchs que Mulhouse. Sixième, Choisy, également 15 points, donc pareil que les 2 équipes précédentes. Septième, Sauveteur de Givors, 12 points. 4 victoires, 4 défaites. Huitième, le Racing, donc là on a un trou, 5 points avec uniquement 2 victoires, accompagné par Moulins qui avec 2 victoires aussi 5 points. 10e, La Rochelle, 4 points. 11e du coup, l'INSEP avec 3 points et Saint-Jean-d'Angély, 1 point. Alors je ne sais pas comment ils ont pris ce point. Il y avait dû avoir, contre La Rochelle. Christophe, il y aura une prochaine journée qui sera très intéressante aussi, puisque on aura un choc. Monaco recevra Livry-Gargan, donc le duel entre le premier et le troisième. Alors premier
Marseille peut partager la tête de l'affiche avec ils ont un match en moins, mais on aura une prochaine journée donc le samedi 6 décembre, Monaco-Livry-Gargan. La Rochelle recevra Moulins dans un match aussi important chez les mal classés, donc La Rochelle peut devancer Moulins à l'issue de cette journée-là. Mulhouse recevra Marseille, donc Mulhouse reçoit coup sur coup Monaco et Marseille, ça sera pas facile pour eux. Saint-Jean recevra Choisy. Choisy ira certainement consolider ou essayer d'avancer un petit peu dans ce championnat. Il y aura un choc du milieu entre le Racing et Givors. Et puis le match qui s'apparente comme le plus facile, Arnes recevra l'INSEP. Donc ce sera une journée quand même intéressante à plus d'un titre. Ouais, on suivra ça de près aussi. Puisque ça sera l'objet de notre prochain épisode avant, en tout cas au niveau de l'élite, la trêve internationale. Donc on aura de la Coupe d'Europe et de la N1. Et du coup, transition toute faite, puisqu'on va basculer côté Europe, puisque cette semaine est une semaine européenne avec la 5e journée de la Champions League, qui ensuite s'arrêtera jusqu'au 10 février. Donc premier match, on aura donc Novi Beograd qui recevra Jadran Split qui a gagné son premier match la semaine passée. FTC Telecom, donc les Hongrois qui vont recevoir Brescia, donc match entre les deux premiers de la poule C. On a Primorac Kotor qui recevra les Roumains d'Oradea. On a Marseille qui accueillera Barceloneta. Barceloneta qui a perdu son match en championnat contre Sabadell. Donc Sabadell qui met fin à une longue série de victoires de Barceloneta. Donc Sabadell qui s'impose d'un but en championnat. Donc à suivre. Radniki qui accueille Mladost et Radniki aussi qui a perdu récemment en demi-finale de la Coupe de Serbie contre Novi Beograd d'un but, donc qui est écarté de la finale. On aura Olympiakos qui recevra Vajac, Jadran Erceg-Novi, le monténégrin qui recevra Proreco et Sabadell, donc dans le groupe de Marseille, qui accueillera Hanovre. Oui, Christophe, on rebascule sur la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, la Champions League, qui nous proposera donc le 5e match étalé sur mardi et mercredi. Alors, j'ai une petite incompréhension sur l'ordre des matchs, parce que la LEN décide d'étaler les matchs sur 2 journées, ça me pose pas de problème. Par contre, ce qui pose problème, c'est qu'il y a certains groupes, tous les groupes jouent la même journée, ce qui est le cas du groupe de Ferencváros, Brescia, Oradea, Primorac qui jouera mardi. C'est le cas aussi du groupe d'Olympiakos, Vasas, Mladost, Radniki qui jouera mercredi. Mais par contre, il y a des groupes qui sont étalés sur 2 jours, ce qui fait que quand tu joues le mercredi, tu connais le résultat de l'équipe qui a joué la veille le mardi. Et je trouve que dans un souci d'équité, c'est pas le top. Si tu le fais pour certains groupes, je comprends pas que tu le fasses pas pour d'autres groupes. Écoute, on aura donc dans ce groupe-là Ferencváros qui recevra Brescia, Ferencváros qui est déjà qualifié, qui devrait l'emporter aussi face à Brescia, qui, même si mathématiquement n'est pas qualifié encore, enfin, il faudra un tremblement de terre et un concours de circonstances incroyables pour qu'ils passent pas. Donc, ces 2 équipes-là se sont déjà mises à l'abri et passeront. Dans le même temps, on aura Primorac Kotor qui recevra Oradea et qui voudra... ils avaient pris une gifle au match aller. Ils avaient pris 14-7. On ne s'attendait pas à ce que Oradea, mené par Petar Kovacevic, inflige quand même une défaite avec cette ampleur de score. Donc, voudra rester un peu maître chez lui et contrebalancer ce résultat défavorable à l'aller. On a Novi Beograd qui, oui, va avoir Alexander Sapic, qui a déjà Alexander Sapic sur son banc. Donc le maire de la ville a décidé d'être aussi l'entraîneur de l'équipe. Je pense malgré tout que c'est un petit peu tard pour Novi Beograd parce qu'ils accusent quand même un déficit de points et ça sera compliqué pour eux de le combler. Il reste que 2 journées. Je les vois pas. Il leur faut 6 points et je les vois pas prendre les 6 points. Donc ça sera compliqué. Et puis, écoute, on aura pour cette journée du mardi, en tout cas, nos Marseillais qui rencontreront Barceloneta. Alors, Marseille mal en point, comme on l'a dit, on va pas se répéter, mais qui est dans une passe compliquée. Barceloneta, au vu du résultat que tu as annoncé contre Sabadell, qui perd un peu son invincibilité espagnole, ce qui est, à mon avis, j'ai pas toutes les stats évidemment, mais ça doit faire très longtemps que Barceloneta n'a pas perdu un match dans son championnat domestique.
Donc on va dire que Barcelona est pas non plus super bien, sauf qu'ils ont 9 points. C'est un match qui va être un petit peu compliqué. Barcelona a 9 points, Marseille 6. Donc une victoire de Marseille les remettrait, donc j'allais dire, la tête à l'endroit et leur referait reprendre la tête du groupe. Mais si dans le même temps, comme Sabadell qui est en forme quand même bat Hanovre, bah écoute, on aurait un 9-9-6-6. Ce qui est un peu du jamais vu à une journée de la fin. Et puis, bah, comme on l'a dit précédemment, hein, la dernière journée décidera de l'attribution des 2 tickets. Et je le répète, mais Marseille, même en gagnant contre Barceloneta à la maison, ne sera pas assuré d'une qualification. Barceloneta recevra Hanovre quand on sait qu'ils ont gagné de 16 buts à Hanovre. On peut penser quand même qu'ils feront le boulot à la maison. Donc, ils finiraient normalement à 12 points s'ils perdent à Marseille. Et puis bah donc il y aura cette finale entre Sabadell et Marseille. Comme je l'ai dit, hein, Sabadell est pas bon à prendre actuellement, mais le match aura lieu le 10 février. Et Sabadell monte en puissance quand même parce que, bah écoute, ils sont allés gagner à Marseille, ils sont allés gagner à Barceloneta. On verra le match qu'ils font contre Hanovre, mais c'est quand même une équipe qui est en phase ascendante pendant que Marseille est un petit peu dans la difficulté. Donc écoute, beaucoup de suspense dans cette poule-là. C'est quasiment la seule poule avec du suspense. Donc on suivra ça évidemment de près. Et puis le mercredi, donc deuxième jour de cette Champions League, écoute, on aura un Jadran Ercegnovi-Recco. Je pense que Recco ne devra pas trop avoir de soucis pour se défaire des Monténégrins. On aura donc le fameux Sabadell Hanovre dont on vient de parler. Et puis, écoute, le groupe qu'on avait annoncé, pas comme le groupe de la mort, mais un groupe difficile, Radnički sera dans l'extrême obligation pour seulement rester en vie de battre le Mladost Zagreb à la maison. Je pense que ça suffira pas quand même, même si Radnički gagne. Ils rejoindront le Mladost à ce moment-là, mais il y aura une dernière journée où ils devront se déplacer à Olympiakos pendant que le Mladost recevra le Vasas. Donc, tu peux aussi avoir dans ce groupe-là, j'allais dire 3 équipes à 12 points, tout en haut, ce qui serait du jamais vu. Mais je vois quand même Olympiakos passer. Et après, Radnički, on dit souvent les Serbes de haut mur, c'est là qui sont le plus redoutables. Est-ce que dans cette double confrontation, Zagreb à la maison, le Pirée à l'extérieur, est-ce qu'ils peuvent prendre 6 points? On verra, mais j'en doute un petit peu quand même. Oui, surtout que, comme je disais aussi, ils viennent de perdre contre Novi Beograd. C'est un peu bizarre cette équipe, la Radnički. Ils font des trucs incroyables, ils marquent des buts incroyables, mais sur la durée de l'ensemble du match, on les voit gagner et finalement, non, ça passe pas. Donc à suivre ça, donc des matchs intéressants. Il leur manque Christophe, il leur manque Nikola Jaksic depuis un bon moment, qui a pour moi été, qui est quand même triple champion olympique avec un rôle quand même. Alors même si à Rio il démarrait, c'était pas un joueur majeur, mais entre Tokyo et Paris, c'est un joueur qui a pris de l'épaisseur et qui est un excellent défenseur, qui marque des buts, Nikola Jaksic fait défaut à cette équipe et donc on peut pas dire que Radnički soit au complet, parce qu'il leur manque quand même leur joueur, j'allais dire, phare. Et pour terminer, on aura quand même une journée, la dernière, le 10 février, et ça sera la seule journée, effectivement, pour rejoindre ce que tu disais, où les matchs du même groupe auront lieu en même temps. Tous les matchs ont lieu à 20h, et que ce soit donc le groupe A, tout se jouera le 10 février, le groupe B le 10 février, et le groupe C et D le 11 février, donc pour les matchs décisifs, donc c'est pas plus mal, mais voilà, il n'y a eu aucune de ces 5 journées pour l'instant qui effectivement a regroupé, alors on en a 2 de temps en temps, 2 groupes, mais pas l'ensemble des groupes regroupés sur la même soirée. Pour terminer ce petit épisode, j'avais une info, on avait évoqué la Russie, World Aquatics qui réintégrait la Russie, et ça a été suivi par la Fédération internationale de judo qui réintègre la Russie sur l'hymne et sur le drapeau pour les prochaines compétitions internationales. Ouais, j'ai vu ça aussi. Écoute, alors je sais pas qui a fait le premier pas entre les sports aquatiques ou le judo, mais petit à petit, les fédés ouvre la porte, la brèche. Donc judo, sport aquatique. Bon, écoute, je pense qu'on va se diriger petit à petit vers une. Alors les sports co, je ne sais pas, hein, parce que comme ils n'ont pas participé aux éliminatoires et tout ça, tu peux pas les qualifier évidemment. Donc il y aura pas de Coupe du Monde de foot par exemple.
Donc il faudra que les Russes repassent par des qualifs les prochaines fois s'ils sont réintégrés. Mais effectivement, j'ai vu ça aussi, le judo avec hymne et drapeau, comme tu l'as dit, ce qui est normal. Enfin, je veux dire, si tu réintègres, il faut que tu réintègres complètement. La réintégration sans hymne et drapeau, je trouve ça complètement... Enfin, pour moi, c'est ridicule. Donc, écoute, on va suivre ça, si ça se développe sur d'autres sports. Mais en tout cas, c'était à noter. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les bassins nationaux et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt, ciao. From Adams Morgan to Anacostia Park, we all want safer neighborhoods. But what does real safety mean? Real safety means preventing crime before it happens. By having police work with communities to disrupt cycles of violence, by supporting families with stable housing, and providing more mental health and drug treatment. We know that adding more police and locking up more people doesn't make us safer. Real safety means investing in the things that help prevent crime. Learn more at RealSafetyDC. 'Tis the season of gifting and halls to deck, and the Who's in Who Newville were in love with new tech. Where can we find Sonos and Samsung and Nintendo, they shouted. Would they find it in one place? This they questioned and doubted. When suddenly a Who yelled, Walmart's the place to start! And each Who added headphones, TVs, and games to their carts. With Walmart, their shopping was done in a flurry. They cried out, Who knew? And ordered their gifts in a hurry. Shop the latest tech gifts in the Walmart app. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.